Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui s'adresse aux élèves de 5e et qui va concerner les grandes découvertes et la Renaissance en Europe. La problématique autour de laquelle on va s'intéresser, c'est de savoir comment les Européens ont fait la découverte de nouvelles terres en Amérique à partir donc du 15e siècle et également comment s'est passée la Renaissance en Europe. Ce qu'il faut déjà savoir et retenir, c'est que au Moyen-Âge, les Européens pensent qu'il n'existe que 3 continents. Ça les arrange bien de le penser puisque c'est une conception du monde qui est chrétienne et qui part donc de la Trinité, qui est divisée entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc pour eux, il ne peut y avoir que 3 continents puisqu'ils correspondent à l'ordre normal et divin du monde. Ces continents entretiennent entre eux des rapports économiques, culturels, politiques, religieux, c'est-à-dire qu'ils échangent de manière générale. Donc il y a eu des guerres, il y a eu des échanges commerciaux, il y a eu des échanges culturels, donc ça vous pouvez le revoir notamment sur le cours sur le Moyen-Âge, dont le petit encadré s'affiche ici et je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et à partir du moment où il va y avoir la découverte de l'Amérique, donc du 4e continent, eh bien les Européens vont découvrir qu'il y a d'autres terres et que finalement les cartes qu'ils avaient du monde jusqu'à présent eh bien, étaient obsolètes, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnaient plus et on va devoir donc dessiner de nouvelles cartes. Avant même de commencer à parler de la découverte du nouveau continent, on va déjà s'intéresser sur ce qui se passe en Europe à cette époque. En Méditerranée, entre le 15e et le 16e siècle, vous allez vous retrouver avec 2 grands empereurs et 2 grands empires. Donc d'un côté, c'est ce qui apparaît en vert, c'est l'empire qui appartient à Soliman le Magnifique, l'empire ottoman, où vous avez un empire qui est donc musulman, et de l'autre côté, vous avez les possessions qui appartiennent à Charles Quint en Europe, et également en bleu, c'est ce qui concerne le royaume de France, qui ne fait pas partie donc du Saint-Empire germanique. L'empire de Charles Quint, c'est celui qui appartient donc à Charles Quint, qui est un roi chrétien, qui est l'un des plus puissants du XVIe siècle et qui va régner sur l'Espagne, l'Autriche, les Pays-Bas, et son empire donc va s'étendre sur une partie de l'Amérique une fois que les Espagnols seront partis découvrir de nouvelles terres et les conquérir. Il va notamment entrer en confrontation et combattre l'Empire ottoman, donc de Soliman le Magnifique, au nom de la défense de la chrétienté, que le but de chaque empereur c'est d'étendre son empire, et qu'en plus de ça, quand ce sont des empires religieux, le but c'est aussi d'étendre leur religion, puisque les empereurs sont les représentants de Dieu sur terre. Vous avez ici un portrait donc de Charles Quint qui a été réalisé par Paul Rubens. Vous retrouvez sur ce portrait donc le sceptre qui est appuyé sur un globe terrestre et qui montre donc justement la souveraineté totale que voulait exercer Charles Quint sur son empire et sur le monde, puisque c'est un globe. Vous avez également la couronne. L'autre empereur, c'est donc Soliman le Magnifique. À partir de la fin du XVe siècle, les musulmans se sont emparés de l'empire byzantin, donc l'ancien empire byzantin qui régnait sur le nord-ouest de la Méditerranée disparaît. En 1453, le sultan Mehmed II entre à Constantinople et ils vont récupérer la capitale qui prendra désormais le nom d'Istanbul pour en faire donc la nouvelle capitale du nouvel empire qui est donc l'empire ottoman qui apparaît ici en violet sur la carte. Soliman le Magnifique, il va régner entre 1520 et 1566 et il va étendre son empire dans toutes les directions, donc au niveau de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et il va notamment développer l'islam, essayant donc de le répandre, et il va évidemment entrer en guerre avec Charles Quint, il va notamment l'affronter en 1529 à Vienne en Autriche. Bon, c'est Charles Quint qui va gagner, mais ça arrêtera en tout cas l'expansion de l'Empire ottoman, donc vous aurez ensuite 2 empires qui se partagent, donc l'Empire de Charles Quint et l'Empire de Soliman le Magnifique, et la France qui reste à part de son côté. On parle souvent de guerre quand on est sur des échanges qui se passent entre 2 empires à une époque. Bon, les hommes ne passent pas la majorité de leur temps à se battre. Les échanges peuvent être aussi culturels, économiques, diplomatiques, politiques. Soliman le Magnifique, il dirige un empire qui est immense, qui s'étend donc des rives orientales, on l'a vu, jusqu'à la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, pour rappel, c'est un espace qui est parcouru en permanence par des navires de commerce. C'est l'Italie qui est véritablement le carrefour commercial, donc carrefour c'est le lieu de rencontre, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça le magasin, c'est le lieu de rencontre en fait des personnes, et c'est donc le lieu de rencontre entre les puissances de l'Empire ottoman, mais également les puissances européennes. Et donc, à partir du XIVe siècle, et ce jusqu'au XVe siècle, les marchands italiens, principalement les Vénitiens et les Génois, vont échanger des produits européens, par exemple des fourrures, des laines, du blé, contre des produits indiens, arabes et chinois. Et ce sont donc les marchands arabes qui vont transmettre les fameuses épices asiatiques depuis le Moyen-Orient aux Européens. Et du coup, pourquoi c'est important ? Eh bien, c'est important parce que la mer Méditerranée, on a vu que pour accéder à ces épices, qui viennent d'Inde ou qui viennent de Chine, il faut forcément passer par les marchands arabes. Ou alors, il faut utiliser la nouvelle route qui a été découverte, qui va contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Le problème, c'est que cette route, ce sont les Portugais qui en ont le monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a que les Portugais,
qui viennent du Portugal, qui ont le droit de passer par cette route. Donc vous avez d'un côté la route du sud qui est prise par les Portugais, de l'autre côté la Méditerranée qui est prise par les marchands arabes de l'Empire ottoman, et donc les Espagnols et l'Empire de Charles Quint cherchent une autre façon de pouvoir atteindre les épices en se passant bien évidemment de l'intermédiaire des marchands portugais ou des marchands arabes. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va dire, puisque la Terre est ronde, il suffit de faire le tour de la Terre pour pouvoir arriver jusqu'en Asie. Et c'est à ce moment-là donc qu'ils vont découvrir un nouveau continent. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, hein? Ils auraient très bien pu faire ce chemin avant. Oui, le problème c'est que vous aviez l'océan Atlantique et qu'à l'époque, vous ne pouviez pas partir loin en mer, tout simplement parce qu'il n'y avait pas encore, au cours du Moyen-Âge, des instruments de navigation suffisamment performants pour éviter que votre navire se perde en mer ou pour tout simplement éviter que votre navire coule. Parce que dans un océan, c'est quand même pas les mêmes vagues que dans la mer Méditerranée. Les Portugais, eux, quand ils ont trouvé la voie vers le sud, ils sont restés principalement le long des côtes de l'Afrique. Vous avez d'ailleurs à cette époque essentiellement des cartes qu'on appelle des portulans, qui sont des cartes qui vont se faire de port en port et qui vont longer les côtes. Et donc en fait vous n'avez pas de carte maritime aussi qui vous présente les océans, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas encore assez, et que aucun navire n'a complètement réussi à se risquer en haute mer, sauf en prenant le risque de chavirer et donc que l'équipage meurt. Mais on arrive au XVe siècle et il y a des progrès qui sont faits au niveau des objets nautiques. Donc à la Renaissance, on a des nouveaux objets qui sont créés et qui vont permettre à nos explorateurs de réaliser leurs découvertes. Vous avez par exemple l'aiguille aimantée qui vient de Chine. Alors c'est une boussole qui va permettre d'indiquer le nord magnétique et donc de mieux s'orienter quand on est en mer et qu'on n'a pas de point fixe à l'horizon. Vous avez également la rose des vents qui, elle, permet de donner les directions. Donc direction nord, sud, est, ouest. Vous avez les cartographies marines qui vont, elles aussi, s'améliorer au fur et à mesure qu'on va faire des découvertes. Donc je vous disais, avant, c'était essentiellement des portulans le long des côtes. Puis au fur et à mesure, bien qu'on va découvrir de nouvelles terres ou qu'on va découvrir de nouvelles voies maritimes, on va enrichir les cartes. Vous avez les cadrans et les astrolabes. Les cadrans et les astrolabes, ils ont été développés par des astrologues et ils permettent de mesurer la hauteur des étoiles et de se situer dans un lieu. Donc vous allez me dire, mais quel rapport entre les étoiles et la mer? Eh bien tout simplement parce qu'en fonction de l'étoile que vous voyez, vous n'êtes pas sur la même position, donc ça permet comme ça de calculer où se trouve votre navire. Et vous avez évidemment l'amélioration des calculs, vous avez des progrès qui sont faits au niveau des mathématiques, des physiques, des sciences de manière générale, et on arrive désormais à calculer ce qu'on appelle les latitudes et les longitudes, qui vont permettre de rendre les voyages beaucoup plus précis, puisque désormais, les navires, quand ils partent, il suffira de leur dire « vous suivez tel cap, telle précision », pour qu'ils ne se perdent pas en mer et qu'ils arrivent donc vers un endroit précis. Vous avez également des perfectionnements qui sont faits au niveau des navires. Jusqu'à présent, les navires médiévaux ne permettaient pas de naviguer en haute mer, et donc on ne pouvait pas s'éloigner des côtes. Sauf qu'il y a de nouveaux types de navires qui vont être créés et qui sont plus résistants. Vous avez notamment les caravelles et les caracs, qui sont des navires à voile, qui sont beaucoup plus résistants au vent et qui ont des coques beaucoup plus épaisses. Donc, ils sont longs, ils possèdent plusieurs mâts, et le seul point négatif qu'on peut trouver à ces navires, c'est qu'ils ne possèdent pas de logement pour l'équipage. Donc bon, ça veut dire qu'on dort sur le pont, c'est quand même pas trop génial, surtout quand on a des longs voyages, mais ça reste quand même beaucoup mieux que ce qui se faisait avant, et les coques, elles sont chargées de contenir le chargement, les provisions, tandis que donc les marins sont au-dessus. Je vous disais, au XVe siècle, le monde connu n'occupe qu'une toute petite partie de la surface de la Terre, puisque les cartes s'appuient encore sur la géographie qui a été faite par Ptolémée. Alors Ptolémée, c'est un astronome et un géographe de l'Antiquité, donc c'est pour vous dire à quel point les cartes remontent quand même à loin. Au XIIIe siècle, vous aviez déjà un marchand, qui est un marchand vénitien qui s'appelait Marco Polo, qui s'était lancé dans une grande expédition vers l'Orient, et qui à son retour avait publié un livre qui s'appelle Le Livre des Merveilles, dans lequel il avait donné de nombreux détails géographiques, et parlé et décrit de nouvelles routes. Les Européens, à ce moment-là, ont donc pris conscience que leurs connaissances étaient peut-être limitées, et qu'il y avait peut-être encore des choses à découvrir, notamment de nouvelles routes pour atteindre l'Inde et le comptoir aux épices. Les rois cherchent donc de nouvelles routes et ils vont se mettre à financer de grandes expéditions et des explorateurs pour partir les trouver. Ça va être par exemple le cas donc de Vasco de Gama, qui est donc celui qui va découvrir, je vous disais, la route qui passe par l'Afrique en contournant le cap de Bonne-Espérance et qui permet de rejoindre l'océan Indien en se passant de l'intermédiaire des Arabes et de la mer Méditerranée. Ça va être le cas également du marchand vénitien Christophe Colomb qui va avoir financé son expédition pour passer par l'océan Atlantique et qui va découvrir le continent américain. Ça va être par exemple également le cas de Jacques Cartier qui lui va découvrir les côtes canadiennes, donc lui son expédition est financée par la France. Donc vous voyez que vous avez les États qui se mettent comme ça à chercher des routes et à financer.
Je reviens justement sur Christophe Colomb. C'est un marchand de Gênes, donc qui vient d'Italie et qui est envoyé par la reine Isabelle de Castille pour trouver donc une nouvelle route vers les Indes. Il va donc embarquer à bord de sa caravelle qui s'appelle la Santa Maria et il va partir sur l'océan Atlantique et c'est là-bas qu'il va atteindre l'île d'Hispaniola. Christophe Colomb, quand il arrive sur l'île, il est vraiment persuadé d'avoir atteint l'Inde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va appeler les populations amérindiennes qui sont découvertes sur le continent américain les Indiens. Tout simplement parce que Christophe Colomb, au départ, pense vraiment qu'il est arrivé en Inde. Si vous regardez la carte qui s'affiche ici, vous avez le premier trajet qui est effectué par Christophe Colomb, donc vous voyez quand même qu'il ne met pas 2 jours pour arriver, ça prend quand même du temps. Vous voyez quand même qu'il met 6 mois pour pouvoir faire tout ça. Il se rend du coup à Hispaniola, alors c'est lui qui l'appelle comme ça, hein, l'île découverte par les Espagnols, et il va découvrir donc ces nouvelles populations. Alors, il rentre ensuite en Espagne et il explique que finalement il n'a pas atteint les Indes. Évidemment, c'est quand même une nouvelle énorme pour l'époque, vous vous doutez bien, on a découvert de nouvelles terres, on a découvert de nouvelles populations et potentiellement de nouvelles ressources. À ce moment-là, tout le monde apprend donc la nouvelle, alors évidemment pas du jour au lendemain, mais que ça commence à se répandre, même si au départ les États cherchent à garder le secret, forcément vous avez quand même des espions un petit peu partout, donc bon, à la découverte d'un nouveau continent c'est difficile de le garder secret. Et vous avez donc de nouvelles expéditions qui sont organisées, et un homme qui s'appelle Magellan, qui est celui qui va réaliser le premier tour du monde. Donc en 1519, donc vous voyez qu'on est déjà quand même 20 ans après la découverte de l'Amérique, Ferdinand Magellan, donc qui est un navigateur portugais au service du roi d'Espagne, va prendre la tête d'une expédition dans le but, lui, de rejoindre également l'île aux épices, mais en passant donc par la nouvelle route maritime qui a été découverte par Christophe Colomb, et il va embarquer donc à bord de son navire qui s'appelle le Victoria, rentrer en Espagne qu'en 1522, mais c'est lui qui effectuera pour la première fois le tour du monde en contournant l'Amérique. Ça permet encore comme ça de découvrir d'autres endroits. Alors vous allez me dire pourquoi on l'a appelé l'Amérique et pas la Colombie du coup, le continent, puisque c'est Christophe Colomb qui l'a découvert. Tout simplement parce que Christophe Colomb, quand il arrive en Amérique, il ne dit pas j'ai découvert un continent. Il est vraiment persuadé au départ d'être en Inde. Donc on n'a pas attribué véritablement la découverte de l'Amérique à Christophe Colomb, d'autant plus qu'il est arrivé sur l'île d'Hispaniola, qui est aujourd'hui l'île de Saint-Domingue, qui se situe dans les Antilles, et on considère du coup qu'il n'a pas véritablement mis les pieds sur le continent américain le premier, puisqu'il a mis les pieds sur l'île. Et Amerigo Vespucci, lui qui est un navigateur florentin, va véritablement mettre les pieds sur le continent américain, et en plus de ça il publiera des livres dans lesquels il mentionnera pour la première fois l'existence du Nouveau Monde, donc on considère que c'est lui qui a découvert l'Amérique. Donc une fois que les explorateurs ont découvert ces nouvelles terres, il va y avoir un espèce d'engouement qui va se faire de la part des Européens qui vont vouloir non pas simplement être dans la découverte, mais véritablement dans la conquête. On va appeler les conquistadors les premiers conquérants, donc conquistadors ça veut dire conquérants, hein, qui ont conquis les territoires du Nouveau Monde. Donc ce sont principalement des hommes, souvent des deuxièmes fils de famille, qui veulent s'emparer des richesses du territoire. Il y a des légendes qui courent sur l'Amérique et qui disent qu'il y aurait des temples d'or, donc vous avez beaucoup d'Européens qui vont se dire qu'il faut chercher justement toute cette or. Ils sont notamment à la recherche de ce qu'on appelle l'Eldorado, donc l'Eldorado en espagnol ça signifie le doré, et qui serait un lieu légendaire qui serait entièrement fait d'or. Les commerçants et les banquiers européens vont donc se mettre à financer les expéditions de conquérants en espérant doubler leur mise à la suite. Et vous avez des soldats qui vont partir avec ces conquérants, souvent on leur promet de l'argent à l'arrivée mais ils savent pas véritablement sûrs d'en avoir au départ, ils vont s'équiper avec leur propre monnaie et leur espoir, donc on a dit, c'est de s'enrichir et de devenir riche. Donc vous avez justement parmi des conquérants qui sont connus Pizarro, qui est un conquistador espagnol, qui a notamment fait la conquête du Pérou, et vous avez Cortés, qui lui est un conquérant également espagnol et qui a conquis le Mexique. Ces conquistadors et les conquérants européens de manière générale vont causer la destruction de la quasi-totalité de la population amérindienne. Donc soit les populations amérindiennes vont mourir à cause des expéditions et à cause des massacres qui vont être orchestrés, soit ils vont mourir à cause des maladies qui sont apportées par les Européens et dont ils n'avaient pas les défenses immunitaires pour pouvoir se prémunir. Dans tous les cas, ça va être quand même la destruction d'une quasi-totalité de cette population, et ceux qui finalement vont réussir à survivre seront généralement utilisés comme esclaves ou travailleront pour les Européens. Ce qu'il faut bien quand même retenir, c'est que les Européens sont toujours persuadés que leur civilisation, leur histoire, leurs croyances sont meilleures que les autres, et que en partant de ce principe-là, eh bien ça justifie qu'ils s'approprient de nouveaux espaces. Les premiers explorateurs, quand ils sont allés sur ce continent, et qu'ils ont ramené ensuite des informations sur les populations autochtones. Autochtones, c'est des populations qui vivent déjà sur le lieu. C'était pas dans le but d'aller les exterminer. Au départ, c'était vraiment d'apprendre d'eux. Et d'apprendre justement pour savoir comment ils vivaient, quelles étaient leurs mœurs, leurs coutumes, leur façon de vivre, leur langue. C'est après
que les conquérants vont causer leur élimination. Alors, quelles sont justement les populations qui vivaient et quels sont ces premiers Amérindiens? Je fais un petit focus justement sur deux populations amérindiennes pour que vous ayez un petit peu en tête qui étaient justement les premiers habitants de l'Amérique. Si je prends les Aztèques, la civilisation aztèque, elle dominait le centre du Mexique entre le 14e et le 16e siècle. Ce sont eux qui ont fondé la ville de Tenochtitlan, qui est l'actuelle ville de Mexico. Les Aztèques, ce sont les héritiers des Toltecs, qui avaient vécu au Mexique au cours du Moyen-Âge et qui avaient fondé, eux, la ville de Tula. Les Aztèques, ils sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux et ils se considèrent comme le peuple élu du soleil. Ils pratiquent notamment le sacrifice humain. Alors, le sacrifice humain, c'est un but religieux. Le but, c'est d'honorer le roi soleil pour éviter le retour des ténèbres. Ils ont également un but économique et politique au sacrifice, c'est d'assurer le retour des pluies sur les cultures, de maintenir la domination également des Aztèques sur leur empire et contre ceux dont ils s'opposent. Vous avez ici par exemple plusieurs de leurs dieux qui sont représentés. Le premier c'est le dieu du soleil, vous avez le dieu du vent, vous avez le dieu de la nuit et de la mort, et le dieu de la chasse, donc un petit peu comme les Grecs ou les Romains avaient plusieurs dieux, c'est le cas également pour les Aztèques. Deuxième population dont je voulais vous parler, ce sont les Incas. La civilisation Inca, elle domine un immense espace, quasiment toute l'Amérique du Sud, donc la Colombie jusqu'à l'Équateur, le Pérou, le Chili, l'Argentine, la Bolivie. Leur capitale se trouve à Cusco, dans la cité du Machu Picchu, qui fait partie aujourd'hui des 7 merveilles du monde. Les Incas croient être le fils de la création du dieu créateur qui s'appelle Virocoa et du dieu soleil Inti. Et pour rendre hommage à leur dieu soleil, ils construisent des temples qui sont décorés d'or, d'argent et de pierres précieuses, ce qui va notamment alimenter les légendes des Européens qui cherchent la cité d'or, la fameuse cité d'or qui pourrait venir des Incas. Ce sont des constructeurs et des artisans. Ils possèdent un réseau de 3000 km de routes pavées qui relient toutes les régions de l'Empire. Ils sont autant des constructeurs finalement que les Romains. Et leurs habitations sont en pierre, ils ont également de nombreux objets, des tapisseries. Encore une fois, les Européens, s'ils avaient choisi de communiquer et de créer un monde dans lequel on aurait incorporé les Incas et les Aztèques, peut-être que nous aurions eu un monde un peu plus diversifié, mais encore une fois, ces civilisations ont été massacrées, exterminées et remplacées par les populations européennes, donc on a finalement peu d'informations sur elles, d'autant que les derniers locuteurs sont assez rares ou morts aujourd'hui, et que toutes les sources qu'on possède aujourd'hui sont quasiment essentiellement des sources archéologiques, donc on a aussi quelques sources textuelles, mais elles sont quand même assez rares, et surtout dans des langues que parfois on ne sait pas toujours traduire. Et c'était surtout des civilisations de l'oral, donc forcément quand on ne communique pas et qu'on ne prend pas de notes, ou alors que les notes qu'on possède sur ces civilisations proviennent essentiellement des Européens, c'est difficile de savoir quelle est la part de vérité et quelle est la part de choses qui a été rajoutée. Et ça, c'est ce qui rend tout difficile le travail justement des historiens derrière, pour pouvoir ensuite étudier ces civilisations disparues. Je fais un dernier petit focus sur quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous permettre de réviser un petit peu justement cette histoire sans pour autant avoir l'impression de travailler. Je vous conseille d'aller regarder 2 dessins animés. Le premier dessin animé, c'est La Route d'Eldorado. Déjà parce que c'est super drôle, La Route d'Eldorado. Eldorado, je vous expliquais que justement, c'est la fameuse cité d'or que cherchent les conquistadors. Et donc, dans ce dessin animé, vous avez l'histoire de Tulio et de Miguel, qui sont 2 Espagnols qui découvrent une carte et qui sont persuadés que cette carte va les mener jusqu'à la légendaire cité d'or, donc jusqu'à Eldorado, qui est également recherchée par Cortés. Cortés qui est donc le conquistador qui a conquis le Mexique. Et vous avez un second dessin animé qui est Pocahontas, que vous connaissez peut-être plus. Pocahontas est une amérindienne d'une tribu amérindienne qui a véritablement existé. Et son histoire donc est véritablement inspirée de Pocahontas et du capitaine anglais John Smith, qui était lui donc un Européen, qui a été capturé par la tribu au moment justement où les colons anglais ont débarqué en Virginie en 1607 pour conquérir l'Amérique du Nord. Et donc vous pouvez avoir justement toute cette réflexion qui se fait autour de la figure du sauvage. Qui est le sauvage? Est-ce que le sauvage c'est celui qui débarque, qui tue tout le monde pour conquérir les terres? Ou est-ce que le sauvage c'est celui qui habitait déjà sur cette terre, mais qui n'est pas comme toi? Je vous laisse donc méditer la question. Les conquêtes une fois terminées, les Européens vont créer un véritable empire colonial. Cet empire colonial au XVe siècle, il est essentiellement partagé entre les possessions espagnoles et portugaises. Plus tard se rajouteront les possessions anglaises et françaises qui vont également coloniser, mais eux, le nord de l'Amérique. Donc là, vous voyez que vous avez en orange les possessions qui appartiennent au Portugal, qui ont colonisé le Brésil, et vous avez en jaune les possessions espagnoles, donc la Nouvelle-Espagne, qui est le Mexique actuel, et le Pérou. Les Européens créent des colonies. Les colonies, ce sont des territoires exploités, administrés par une puissance qui n'est pas sur le territoire. Donc vous avez la métropole qui gouverne, donc là l'Espagne ou le Portugal, et vous avez des gouverneurs qui sont présents dans la colonie. Les colonies, elles servent tout simplement parce qu'on va exploiter les ressources de ces colonies pour ensuite les envoyer en Europe. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? De l'or, de l'argent, du cuivre.
On va ouvrir des mines dans lesquelles on va faire travailler les populations amérindiennes. On va découvrir également tout ce qui est plantation de canne à sucre, où on va cette fois-ci déporter des esclaves d'Afrique pour les envoyer travailler dans les plantations américaines. Et on va également trouver de nouveaux produits, de nouvelles denrées qu'on va ensuite envoyer en Europe. C'est le cas par exemple de la pomme de terre, de la tomate, du maïs et du tabac qu'on va ensuite fumer. Voilà, comme vous pouvez le constater, les grandes découvertes, ça a permis à l'Europe donc à la fois de s'enrichir au niveau de la connaissance qu'on pouvait avoir du monde, de l'enrichissement de tout ce qui était cartographie, instruments nautiques, de navigation, ce genre de choses, ou découverte de nouvelles denrées, de nouveaux produits, de nouvelles ressources, mais ça a également contribué à la disparition donc, de populations amérindiennes, à la disparition de tout un savoir historique et de plusieurs civilisations, et ça a également contribué à créer un monde où vous avez une partie qui va se retrouver dominée lorsqu'on va construire donc ces colonies dominées par les puissances européennes, tandis que les autres seront soumis, et plus tard, vous verrez, quand vous serez en 4e, comment ces colonies récupèrent leur indépendance. Mais ce sera dans un prochain épisode. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça a été plus clair, que ça vous a permis de comprendre le cours. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.